Aujourd'hui, je te propose de partir à la découverte de Candide de Voltaire. Alors Candide, c'est bien plus qu'un simple récit d'aventure rocambolesque. Ce conte est un trésor d'idées, de réflexions, de critiques sur la société du XVIIIe siècle. Et c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Candide ou l'optimisme est donc un conte philosophique de Voltaire qui date de 1759 et qui s'inscrit sans conteste dans le mouvement des Lumières. Avant d'entrer dans l'analyse de l'œuvre, sache que tu peux retrouver le contenu de cette vidéo par écrit de façon plus approfondie sur mon site commentaires-composés.fr. Et si tu es en seconde ou première, je t'encourage à t'inscrire à ma formation en 10 vidéos qui va te donner les bonnes méthodes pour réussir ton bac de français. Comment résumer Candide de Voltaire ? Candide est un jeune homme qui vit paisiblement au château du baron de Tandertentronckh en Westphalie, où il reçoit des leçons du philosophe Pangloss, qui prêche l'optimisme en déclarant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais après un baiser échangé avec Cunégonde, la fille du baron, Candide est chassé du château. Il va alors entreprendre un voyage initiatique à travers le monde qui va lui permettre peu à peu de s'affranchir de l'enseignement philosophique qu'il a reçu de son maître Pangloss. Les péripéties rencontrées sont très nombreuses. Enrôlé dans les troupes bulgares au chapitre 3, Candide assiste ainsi à la brutalité de la guerre lors d'une boucherie héroïque. Il fuit vers Lisbonne, où il est confronté à un terrible tremblement de terre et à l'intolérance religieuse. Il est d'ailleurs condamné lors d'un auto-da-fé, mais parvient à échapper à ses persécuteurs. Puis il tue l'amant de Cunégonde pour s'échapper en Espagne. Accompagné de son valet Cacambo, de Cunégonde et d'une vieille servante, il embarque pour le Paraguay. Au chapitre 16, la troupe de jeunes gens est capturée par les Oreillons, une tribu sauvage et féroce, et il manque de justesse d'être mangés. Au chapitre 17 et 18, ils arrivent au fameux Eldorado. L'Eldorado, c'est un lieu merveilleux, caractérisé par une abondance de richesses matérielles. C'est une organisation sociale égalitaire, parfaite, avec une absence de fanatisme religieux. Et pourtant, malgré l'arrivée dans ce lieu mythique, les jeunes gens décident de poursuivre leur chemin. Candide embarque alors pour l'Europe et fait la rencontre dans le bateau de Martin, un philosophe pessimiste qui partage son point de vue sombre sur la nature humaine. Leur voyage les mène à Bordeaux, puis à Paris, où Candide frôle la mort en raison de soins médicaux peu fiables, puis longe les côtes d'Angleterre sans y accoster car Candide s'indigne de voir l'exécution d'un officier anglais. Finalement, ils atteignent Venise et là, ils rencontrent Pococurante, un riche noble vénitien désillusionné et blasé, ainsi que 6 rois détrônés. Ils partent ensuite pour Constantinople, où Candide retrouve Cunégonde en lady. Ils s'installent tous dans une métairie, dans une petite maison, et se tournent vers une vie plus simple et équilibrée, orientée vers le travail concret. Le chapitre 30 se conclut ainsi. Pangloss disait quelquefois à Candide « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. » « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. » Je viens de faire un résumé rapide de Candide, mais si tu as envie de davantage de détails, je t'invite à regarder mon résumé en vidéo détaillé chapitre par chapitre. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Penchons-nous maintenant sur les thèmes importants dans Candide. Premier thème clé, la critique de l'optimisme. D'ailleurs, le titre complet de ce conte est Candide ou l'optimisme, car ce conte s'inscrit dans un débat important au XVIIIe siècle qui oppose Voltaire d'une part
et le philosophe allemand Leibniz d'autre part. Leibniz considère que le monde est guidé par le principe de raison suffisante dans une harmonie parfaite préétablie par Dieu. Ainsi, pour Leibniz, tout est pour le mieux puisque tout est organisé par une intelligence supérieure, celle de Dieu. Voltaire n'est pas d'accord avec cette philosophie. Il pense qu'elle défie la raison et l'observation. Il décide alors d'écrire un conte philosophique avec deux personnages types. Le professeur Pangloss, qui clairement est l'incarnation de Leibniz, et Candide, un personnage naïf, vierge de tout préjugé, qui va mettre à l'épreuve les théories optimistes de son maître. C'est ainsi que Candide va connaître la guerre, la superstition, l'injustice, la captivité, l'ennui, l'esclavage, la maladie, le scepticisme, la vanité des sciences et la déception de retrouver Cunégonde enlaidie. Ce tour du monde de la tragédie humaine a vocation à déconstruire l'optimisme naïf de Candide. Candide va adopter à la fin du conte une autre philosophie, plus pragmatique. Il faut cultiver notre jardin. Autre thème clé, le mal. Voltaire montre dans ce conte que le mal est universel. Il est partout. Le mal est en effet dans la société. Candide, c'est vraiment un conte qui critique la société européenne du XVIIIe siècle, en mettant en évidence les inégalités sociales, la corruption, les abus de pouvoir, les guerres injustes, l'intolérance religieuse, l'exploitation des paysans, l'arrogance des élites aristocratiques. Tout cela dessine une société gangrénée par le mal. Mais le mal est également naturel. Tout au long du récit, Candide et ses compagnons sont confrontés à des désastres naturels, comme le tremblement de terre de Lisbonne. Ou bien l'épisode de la tribu sauvage des Oreillons montre aussi qu'à l'état de nature, les hommes ne sont pas naturellement bons. Le mal, c'est aussi la souffrance de l'expérience humaine. Les personnages de Candide sont soumis à d'innombrables souffrances et tragédies personnelles tout au long du roman. Maladie, perte d'un être cher, tromperie du conjoint, etc. Voltaire dépeint donc un monde marqué par l'injustice et la souffrance. Mais il ne se contente pas de critiquer passivement le mal. Il soulève la question du libre arbitre et de la responsabilité humaine face au mal. C'est-à-dire que Voltaire se demande, face à ce mal, face à toutes ces injustices, quelle attitude adopter ? Et la réponse qui se dessine dans le dernier chapitre, c'est que la recherche du bonheur réside dans l'acceptation des réalités, dans l'action pragmatique et dans le partage des valeurs humaines fondamentales telles que la tolérance, la compassion et la solidarité. On arrive donc naturellement au thème suivant qui est la quête du bonheur. Il faut savoir que le bonheur, c'est un thème fondamental au XVIIIe siècle. Et avec Candide, Voltaire remet en cause certaines visions du bonheur qui étaient en vogue au XVIIIe siècle et avec lesquelles il n'était pas d'accord. Voltaire montre par exemple que le bonheur ne réside pas dans un état de nature comme le prétend Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau pensait que l'homme, dans son état de nature, était naturellement bon et que c'est seulement la société qui pervertit l'homme. Or, le chapitre 16 sur les Oreillons souligne que le bon sauvage n'est qu'un mythe. Finalement, c'est parce qu'ils sont civilisés que Candide et Cacambo ont la vie sauve. Ensuite, Voltaire suggère que le bonheur ne réside pas non plus dans les sociétés politiques. Il déconstruit ainsi le mythe d'Eldorado et du Nouveau Monde, ce lieu à l'organisation politique parfaite qui ne parvient pas à faire rester Candide. Le bonheur ne peut donc pas résider uniquement dans l'organisation politique. Voltaire montre aussi que le bonheur ne réside pas dans le voyage. En effet, le périple de Candide ne correspond finalement qu'à une succession de fuites au cours desquelles le personnage principal apprend la déception et la mélancolie. Le bonheur ne réside pas non plus dans les possessions matérielles. Pense par exemple à Pococurante, ce seigneur désillusionné et blasé qui possède une immense collection d'œuvres d'art et de livres, qui a tout ce qu'il désire, mais qui demeure insatisfait de tout.
Ce ne sont pas les richesses et les possessions matérielles qui mènent au bonheur. Le bonheur se trouve finalement dans une sorte de bien-être minimal, épicurien, où il convient de cultiver son jardin. Enfin, dernier thème important, le voyage. Le voyage a tout d'abord un rôle narratif puisque chaque déplacement des personnages d'un continent à l'autre donne lieu à des rencontres, des aventures, des épreuves qui vont mettre en lumière les incohérences et les absurdités du monde. Donc le voyage rythme ce récit. Mais on peut aussi voir dans le voyage une métaphore de la quête existentielle de Candide. Lors de chacun de ses voyages, lors de chacune de ses aventures, Candide est confronté à des événements tragiques qui le conduisent à remettre en question les idées préconçues qu'il a reçues de son précepteur Pangloss, et donc à adopter une approche plus réaliste et pragmatique face aux difficultés de la vie. Et le voyage de Candide, qui est circulaire, peut aussi être analysé comme une métaphore de l'encyclopédie. L'encyclopédie, tu le sais sans doute, c'est un ouvrage très ambitieux en cours de rédaction lors de la publication de Candide qui a pour but de faire un tour du monde des connaissances. C'est le grand ouvrage du siècle des Lumières sur lequel j'ai d'ailleurs fait une vidéo. Eh bien, Candide peut être considéré comme la métaphore de l'esprit encyclopédique qui fait le tour du monde, qui l'expérimente pour en tirer des leçons de sagesse. Quelles sont les caractéristiques de l'écriture de Voltaire dans Candide? Alors dans ce conte, l'écriture de Voltaire est d'une richesse inouïe. Tout d'abord, Voltaire a recours à l'exotisme qui permet au lecteur de s'évader et de trouver des charmes pittoresques à cette aventure. Le passage par Eldorado, par exemple, est très attendu des lecteurs de l'époque qui adorent les récits de voyage depuis la fin du XVIIe siècle. Ensuite, on a un rythme très enlevé, c'est-à-dire une narration dynamique, rapide, où il se passe toujours quelque chose. Les péripéties sont très nombreuses. Voltaire multiplie les personnages, les sépare et les rassemble à la fin. Et en ce sens d'ailleurs, tu peux voir que Candide a beaucoup de points communs avec les comédies théâtrales, comme celle de Molière. Déjà, le nom des personnages qui correspondent à des types caricaturaux rappelle les personnages de théâtre comique qui sont réduits à un seul défaut ou un seul trait de caractère. Et puis, comme dans les pièces comiques, on retrouve la multiplication des personnages, des séparations et des retrouvailles à la fin. Enfin, Voltaire se plaît à utiliser des registres variés. Par exemple, il utilise le registre tragique pour montrer son indignation face à la guerre, notamment au chapitre 3. Il utilise aussi le style pathétique ou le réalisme froid pour décrire les cadavres ensanglantés et provoquer ainsi terreur et pitié. Mais le trait saillant de l'écriture de Candide que tu dois absolument connaître est sans conteste l'ironie. L'ironie qui dénonce les injustices et suscite la réflexion du lecteur tout en le divertissant. Par exemple, lorsque Pangloss affirme que tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles, malgré les terribles épreuves que les personnages endurent, eh bien, c'est de l'ironie que Voltaire utilise pour montrer le décalage entre la vision optimiste de Pangloss et la réalité de la souffrance vécue par les personnages. Ou au chapitre 3, lorsque Voltaire qualifie la guerre de boucherie héroïque. Il contredit un terme épique, l'adjectif héroïque, en le juxtaposant à un terme décrivant la cruelle réalité, une boucherie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner à ma chaîne et à t'inscrire sur commentairescomposés.fr pour obtenir tes 10 vidéos de méthode sur le bac de français.